Chers amis, nous revoilà bien entendu et me revoilà sur l'antenne de Tocsin, vous savez, la matinale, mais là pour reprendre en douceur cette année 2024 qui s'annonce pétillante, on a décidé de faire des interviews de gens qu'on ne voit pas, vous savez, dans les grands médias, des gens qui ont plein de choses à dire, des gens passionnants. Et pour ma part, Clémence a fait ses interviews en début de semaine, moi j'ai choisi Philippe Lacoche. Et pour être tout à fait transparent avec vous, chers amis, il m'a été recommandé par quelqu'un que je connais bien, Emmanuel de Boisson, et elle m'a dit il faut absolument que tu reçoives Philippe Lacoche. C'est quelqu'un qui dit les choses, qui est pas du tout politiquement correct. Et moi, vous savez, j'aime bien les gens qui sont pas politiquement corrects et surtout qui ont beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, on recevra Emmanuel de Boisson parce qu'elle a écrit un bouquin assez poignant, notamment sur ce qui lui est arrivé. Je vous en dis pas plus, on la recevra très prochainement dans la matinale. Mais ce soir, mais aujourd'hui, demain matin, en tout cas, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est Philippe Lacoche. Bonsoir Philippe, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, écoutez, ça va, merci beaucoup. Vous de même? Je suis en pleine forme, je reprends mon année de matinale avec vous, donc je suis ravi de vous recevoir dans Tocsin, cher Philippe. Alors je vous présente parce que vous avez un CV long comme le bras, hein. C'est vraiment, vous êtes journaliste, parolier et auteur de plus d'une quarantaine de bouquins. Oui, Franchement, je m'incline parce que j'en ai écrit 4 et vous, oui, vous êtes à 40, 10 fois plus que moi. oui, Et bon, et vous vivez. Alors, il y a ce dernier livre, ce dernier recueil de nouvelles que vous venez de faire paraître, entre autres, notamment Les filles. Bien sûr, on va en parler ce soir. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est vraiment. Alors, je oui, le mets, voilà, vous avez la couverture. Vous savez, oui, et ensuite, vient aussi de paraître Ceci, et on va en parler également avec vous aujourd'hui, Philippe. oui. C'est très intéressant. Mais je voudrais qu'on commence d'abord rapidement. J'aime bien que mes téléspectateurs, nos téléspectateurs de Toxin notamment, sachent à qui ils ont affaire. Vous êtes journaliste depuis un certain temps. Philippe, comment vous êtes rentré dans le métier rapidement et comment vous êtes venu à écrire des livres aussi également? Alors, je voulais, quand j'avais 18-19 ans, après le bac, je voulais trouver un métier dans lequel je pouvais écrire, lire et écrire. Ce sont mes passions. Ouais. J'ai réfléchi, je n'étais pas du tout du sérail, je n'avais pas de père, mère, cousin journaliste, mais je me suis dit, le journaliste, ça peut être bien. Donc j'ai passé un concours d'une grande école à Paris, le CFJ, Centre de formation des journalistes. Je ne l'ai pas eu parce que je n'avais qu'un bac. C'était très difficile. J'ai passé le concours de l'école de journalisme de Tours, à Tours, bien sûr, en Indre-et-Loire. Et j'ai eu ce concours. Nous étions 500 à postuler et ils en prenaient 50. J'ai eu la chance d'être parmi ces 50. Et voilà, et j'ai passé 2 ans à Tours à étudier, à apprendre mon métier. Et tout de suite, j'ai travaillé à Paris dans une revue qui s'appelle Best, Ouais. euh, qui a repris il y a quelques temps, mais qui s'est longtemps arrêtée, une revue de rock, concurrente de Ouais. rock. Et donc, j'ai travaillé à la Pige, j'ai travaillé pour d'autres journaux. Après, je me suis marié et j'ai eu 2 enfants. Il fallait que je gagne plus correctement ma vie qu'à la Pige. Donc, j'ai travaillé d'abord à l'Aide Nouvelle, un journal qui s'appelle l'Aide Nouvelle, dans l'aide, comme le nom l'indique. Et Ouais. j'ai travaillé ensuite pour Le Courrier Picard, grâce à mes amis Jacques France, journaliste, critique rock, et Serge Donnepé à son âme, qui m'ont fait rentrer dans ce journal, une coopérative ouvrière à l'époque. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allé, parce que ça correspondait à mes idées philosophiques et à ma conception à la fois du métier et de la vie. Voilà. Et puis après, j'ai fait toute une partie de ma carrière au Courrier Picard, à Abbeville, enfin à Beauvais d'abord comme reporter, à Abbeville comme chef d'édition. Et après, je m'occupais des pages magazines et des pages livres, principalement au Courrier Picard. Et tout en travaillant à la Pige, en collaborant au magazine littéraire, au Figaro littéraire, au Figaro magazine. J'ai collaboré un peu à la presse, enfin, etc. J'ai dans nombreuses revues et aussi à Liberté Hebdo, très bon journal qui malheureusement vient de péricliter. C'est un hebdo qui était un très bon journal qui a pris fin, si on peut dire, il y a Ouais. 7-8 mois à peu près. Voilà à peu près mon parcours, cher Nicolas. Ouais, c'est un parcours très très riche hein, sur la locale, sur des choses intéressantes et Voilà. sur les médias de premier plan. Vous l'avez dit, bien entendu, Figaro littéraire, Figaro Magazine.
qui sont tout de même encore des références pour bien des sujets. Et on va en venir à ce recueil nouvelle, hein, extrêmement intéressant. Chers amis, je vous invite à l'acheter, à vous le procurer. Oléphie Nouvelle chez Héliopol. N'hésitez pas, vous voyez, ça mérite. Et on va en parler aujourd'hui avec Philippe Lacoche. Vous le savez, on vous le dit avec Clémence Oudiakova en permanence. Nous voulons recevoir des gens qui n'ont pas la voix dans les grands médias. Et vous nous faites le plaisir à chaque fois d'aller vous intéresser, bien sûr, et d'aller acheter les livres des gens que nous proposons. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, ça veut dire que les grands médias vous boudent un peu, mais comme nous tous d'ailleurs, cher Philippe, hein, finalement, les grands médias. Là. Oui, enfin, j'ai eu la chance quand même d'avoir des articles. Bon, Ouais. J'ai eu des articles, quelques articles dans Libération, j'ai eu des articles dans Le Figaro, justement, dans l'Express, enfin dans différents journaux. Mais c'est vrai que globalement, les grands médias, les télévisions et les grandes radios, bon, Ben je oui. suis passé il y a fort longtemps à France Culture, j'ai dû avoir quelque chose, oui, j'ai eu à France Inter il y a très longtemps, mais globalement, à chaque livre, je ne suis pas invité par les grands médias. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Mais j'ai quand même une presse qui est Ouais. correcte, Ouais. une presse Ouais. dans la presse régionale, dans la presse nationale aussi, et Mm. un petit peu de radio aussi. Enfin, mais c'est très moyen. Vous avez raison de dire que les grands médias, je ne suis pas connu des grands médias. Ouais, alors c'est vrai, parce que quand je parle de ça, et vous avez bien fait de le préciser, dire qu'il y a quand même des gens qui sortent des livres, Philippe, on les voit partout. On a quand même l'impression, Oui, même le matin quand on se lève, que les mecs vont être dans notre frigo ou sous la cuvette des WC, tellement qu'on les voit dans les médias, dans les radios, dans les télés, dans les chaînes info. Donc, vous oui, voyez, c'est ce déséquilibre qui, parfois, franchement, moi, me gonfle, mais profondément. Hein, oui, mais c'est-à-dire il y a énormément de livres qui sortent, vous le savez ouais, aussi bien. ouais, On regarde, quand on s'intéresse un peu au prix littéraire, on va regarder éditeurs. Il y a des centaines de livres qui sortent à mm, chaque rentrée littéraire, celle de janvier-février et celle de août-septembre. mm, Donc, on est très nombreux à chaque fois. Entre deux, bien sûr, il y a d'autres livres qui sortent. ouais, C'est un challenge à chaque fois, c'est un petit combat. mm, Et savoir s'imposer, c'est difficile, d'autant que moi, je pratique une littérature qui n'est pas une littérature, qui n'est pas une littérature nombriliste, c'est une ouais, littérature qui tient à la fois de la ouais, fiction mm, et qui tient parfois aussi un peu d'autobiographie, mais ouais, beaucoup plus rarement. Donc c'est une littérature, une littérature qui n'est pas une littérature de sensation, si vous voulez, une littérature sensationnelle. Vous voyez, mm, je ne sors pas de prison, je n'ai pas égorgé ma concierge et je ne raconte pas mes mémoires où je n'ai pas été battu dans mon enfance, j'ai eu cette chance et je ne raconte pas, je n'ai pas été harcelé à l'école non plus. Quand ça arrivait, on réglait ça à coup de jeux d'osselet ou quelques gifles, ça se limitait à ça. Voilà, l'époque a changé, c'est vrai, mais bon, voilà. Moi, je raconte des histoires, je suis un raconteur d'histoires mm. et certains critiques me suivent quand même. J'ai la Ouais, chance de quelques beaux articles. Dominique Guillou, que j'aime beaucoup, qui travaillait avant au Figaro. Yann Moix a écrit aussi beaucoup sur mes livres quand il était à Marianne, notamment. Enfin, différents critiques ont écrit et ça me fait très plaisir. Ils suivent un peu mon œuvre. Patrick Besson, que j'aime beaucoup, a écrit aussi sur quelques-uns de mes livres. Enfin, vous voyez, il y a quelques personnes qui se sont quand même intéressées à mes livres. il y Mais a, il y comme a d'ailleurs une critique de Nolo aussi, hein, une ah critique de voilà, Nolo. Technolo, formidable, qui a fait une Ouais, très belle critique dans Transfuge, bien sûr. Mais j'oublie encore des noms et je m'en excuse auprès des auteurs des articles. Mais ouais. voilà, il y a quelques personnes qui me suivent, ça me fait très plaisir. Et il y a quelques centaines de lecteurs qui me suivent aussi à chaque livre. Et ça me fait très plaisir. Certains m'écrivent, certains, ceux qui ont mon numéro de téléphone, m'envoient des messages ou des mails pour dire c'est bien, ou on est un peu déçu. Ça ne fait rien. Le principal, c'est que tout ça vive. Ouais. Bon, mais tant mieux, on va en parler. On vous a bien mis l'eau à la bouche, chers amis, en tout cas dans cette nouvelle émission de reprise. Moi, je suis très content d'être de retour parmi vous pour 2024 sur cette suite de saison de Toxin. Merci. Vous êtes très nombreux. C'est en millions de vues que Toxin est en train de s'imposer aujourd'hui en quelques semaines. Beaucoup, plus de 70 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On diffuse à peu près sur tous les réseaux. Donc, c'est une matinale qui commence à devenir
au moins une référence dans la presse indépendante et on va dire alternative. Je sais que j'aime pas trop ce terme, mais malgré tout, c'est une forme de presse indépendante alternative. En tout cas, vous êtes des milliers à nous regarder tous les matins. Merci beaucoup et n'hésitez pas à acheter le livre, bien sûr, de Philippe Lacoche, Les filles, aux éditions Heliopol. Et on en parle immédiatement. Philippe, une question. J'aime bien savoir pourquoi vous avez décidé, là, pourquoi ce choix de la nouvelle? Parce que la nouvelle, c'est pas un roman, c'est une autre construction. Et en plus, vous ne Oui, réfléchissez pas apparemment à la chute avant. Vous préméditez pas. Vous ne préméditez rien, en fait, Philippe Lacoche, j'ai oui. l'impression. Écoutez, c'est vrai que Yann Moix disait que je ne construisais pas une carrière, mais petit à petit, je construisais une œuvre. Ça me fait rougir. Ouais. Et a-t-il raison? J'en sais rien, mais c'est vrai que je ne construis pas, je ne prémédite pas. Alors, pour répondre à votre question, Nicolas, pourquoi des nouvelles? Je suis plus connu comme nouvelliste. J'ai eu le Ouais. prix Populiste en 2000 avec un recueil Oui. HLM publié au Castor Astral. J'ai eu quelques prix. J'avais eu le prix du livre de Picardie avec un premier recueil de nouvelles Cité Roosevelt publié au Dilettante il y a fort longtemps, en 93, si mes souvenirs sont bons. Je suis connu comme nouvelliste. Et là, j'avais écrit différentes nouvelles, là pour une revue, là pour un journal, là pour moi tout simplement. Et je me suis rendu compte il y a quelques mois que souvent revenaient, il y avait des dames, des filles, des dames parfois âgées, des dames plus jeunes, voilà. Et à chaque fois, c'était elles qui tiraient les ficelles, si on peut dire, de mes narrations. Donc, j'ai décidé de réécrire un peu tout ça, de compiler. J'en ai parlé à mon éditrice favorite, Zoé Leroy des éditions Héliopole. Je lui ai soumis un tapuscrit. On a retravaillé un peu ensemble et on a créé ce livre, Oh les filles, voilà, qui raconte des destins, des parcours de dames, de filles, enfin, etc. Et à chaque fois, ce sont les filles qui sont présentes, parfois en second rôle, parfois en profil, mais elles sont là. Voilà. Elles D'où le sont, Philippe, elles sont partout, les filles et les femmes dans ce elles sont recueil. Elles partout, oui. sont vraiment partout. Elles sont D'ailleurs, c'est intéressant et je voulais qu'on en parle de ça. Vous parlez beaucoup de femmes, mais d'un autre côté aussi, et c'est pas incompatible, hein, bien sûr, vous haïssez l'ultraféminisme également, qui essaye de nous oui. émerger. Alors, je suis très féministe. Je me suis battu pour le féminisme en des temps il y a longtemps et je continue quand même à être très féministe. Je suis pour la condition de la femme, je suis pour l'égalité des salaires, etc. Ça va de soi. Pour moi, ça va de soi. Mais je trouve maintenant qu'il y a un ultra-féministe excessif, très excessif, et j'en fais part dans ce livre. Ouais, Je pense qu'il ne faut pas la guerre entre hommes et femmes. Et certaines ouais. ultra, je dis bien féministes, Hmm. sont desservent la cause. Vous voyez, elles sont dans l'excès et ça dessert la cause. Moi, j'adorais les féministes d'après 68. Vous voyez, j'aime beaucoup Elisabeth Badinter, j'aimais Madame Foulque, enfin des gens comme ça qui se battaient, mais sans, sans haine pour les hommes. Or, actuellement, les ultra-féministes, on a l'impression qu'on est, nous les hommes, des ennemis. Enfin, vous voyez, des gens à chaque fois, on ne peut plus rien dire, faire un compliment sans être taxé de macho, envoyer un petit SMS un peu, voilà, un peu gentil, un peu peut-être, pas dragueur, mais un peu insistant, mais c'est pas grave non plus, et presque sans avoir une altercation, se retrouver devant un tribunal de grande instance. Enfin, je trouve ça navrant, quoi. Hein. Bien sûr qu'il faut combattre les violences faites aux femmes, c'est horrible, il y a trop de féminicides, etc. Mais tout ça, bien sûr, disons-le, écrivons-le, signons des pétitions. Mais il ne faut pas aller vers non plus des extrêmes. Hommes et femmes sont tout à fait complémentaires et c'est magnifique. Voilà. Mm. Et alors, on va parler de ces femmes dans ce livre, Oh, les filles, parce que c'est Oh, les filles, en fait, Oui, concrètement. Finalement, il y a quand même beaucoup de personnages et il y a toutes les facettes, hein, bien oui, entendu, des hommes d'une part et d'autre, d'une part, mais aussi des femmes également. On a toute la palette de femmes
qui sont représentés, toujours avec. On parlera aussi beaucoup de troquets, mais j'aimerais qu'on en parle dans la deuxième partie de Oui, l'émission. Les oui, troquets, nos villages, ce qui fait vivre nos villages, nos campagnes, notre France qu'on aime tant, qu'on chérit tant, hors des grandes villes, bien entendu. J'aimerais qu'on en parle dans la seconde partie de l'émission. Mais ces femmes-là, comment finalement vous avez choisi à chaque fois la facette d'une femme plus ou moins jeune pour le coup, parce que le gap oui. est très important. Oui, oui, tout à fait. Ben, Hmm. écoutez, j'ai voulu faire des portraits de dames qui, très différentes. Il y a, par exemple, il y a une femme qui, enfin, on va pas Ouais. spolier aujourd'hui, mais il y a une femme, par exemple, qui est mariée avec un notaire très Oui. gentil, très bonasse, enfin, quelqu'un de très généreux. Et cette femme, beaucoup plus jeune que lui pourrit la vie. Elle le malmène, elle est méchante avec lui, elle lui reproche d'aller boire ses 2 ou 3 pastis le dimanche pendant qu'elle va à la messe. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un de pas gentil, là, effectivement, et en plus ultra féministe, justement. Et il y en a d'autres qui sont de beaux personnages de femmes. Il y a une grand-mère qui est terrifiée par les Hulans, une dame qui avait à l'époque, qui avait 85 ans, 86 ans, qui se souvenait, qui avait connu la guerre de 14, qui avait vu les Prussiens arriver dans le nord de la France. Et elle gardait un souvenir épouvantable de ces soldats casqués, avec leurs lances très haut perchées sur leurs chevaux, qui maltraitaient la population. Parce qu'il faut le dire quand même, il faut se souvenir aussi il n'y a pas que les Hulans, mais nos bons amis d'Outre-Rhin ne nous ont pas fait de cadeau en envahissant les terrains. Ils ont fait des exactions sur la population civile également. Il y a eu bien sûr les horreurs du nazisme qu'il faut toujours dénoncer, mais avant 14-18, ils ne nous ont pas épargnés. Cette dame se souvenait dans ses yeux, quand on lui parlait des Uhlans et des Prussiens, ses yeux à la fois s'illuminaient et parfois se brouillaient, se couvraient de larmes tellement elle était encore apeurée, vous voyez. Alors, il y a des traits d'histoire comme ça. Il y a aussi Jamila, une Oui. jeune femme, enfin, il y a aussi une autre, dans la contrebasse de Guise, il y a une jeune fille qui accompagne le personnage principal, qui est artiste. Voilà. Et puis, après, il y a toute une batterie enfin, si on peut dire, toute une, Mm. euh, une série plutôt de portraits de femmes Mm. autour des stations-service, parce que ce sont des nouvelles qui m'ont été commandées par Ludo Leleu, Ludovic Leleu, un très bon photographe qui fait beaucoup de portraits de rockers, de chanteurs, qui habite Amiens, qui fait souvent des expos, et il est en train de construire une expo, Mm. et il m'a demandé d'écrire des textes sur les photographies des anciennes stations-service qui sont réhabilitées, là en boulangerie, là en pompe funèbre, là en petite épicerie, enfin bon, vous voyez, et il a fait de très très belles photos, et moi j'ai conçu des histoires avec des nouvelles, avec des petits détails de ces photos. Vous voyez, Mm. donc ça donne des portraits de femmes. L'une a connu le groupe Alice, a connu des groupes des années 70. Mm. Une autre est une Anglaise, elle a connu le groupe Kennedy, que j'aime beaucoup. Enfin, vous voyez, c'est toute une batterie de femmes avec leurs qualités, leurs défauts, leurs folies, leurs passions. Voilà. Mm. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais franchement, vous pourriez faire dresser les cheveux sur bien des ultra-féministes, mon très cher Philippe Lacoche, puisque nous avons quand même des phrases qui Oui, pourraient choquer, oui, quelques sûrement. sensibilités féminines un peu aiguës, Oui, notamment quand vous dites, je ne vais pas en dire tout parce que une nouvelle fois, on ne va pas dévoiler le livre, mais je vous invite à le lire vraiment. C'est des courtes nouvelles, elles sont vraiment délicieuses. N'hésitez pas, à un moment donné, vous dites d'une femme, une bouche épaisse de salope repentie. Vous imaginez oui, bien que ce genre de phrase, mon cher Philippe, oui, ça pourrait vous coûter des ennuis, j'exagère, mais oui. quelques Bon, critiques acerbes. prends le risque parce que cette Ouais, nouvelle se passe aussi à une autre époque ouais, où effectivement, je décris un personnage. Je ne dis pas que c'est bien de d'écrire ça, mais je ouais, décris un personnage. Pourquoi s'auto-censurer? ouais. Et Mhm. voilà, un artiste, un écrivain, un poète, enfin, a le droit à l'expression, à la liberté. Et si on n'a plus le droit
parlons d'autre chose, le wokisme, qui est une Ouais. horreur actuellement. Le wokisme, on n'a plus le droit de rien dire. Enfin, c'est horrible. Enfin, même, enfin, moi, je sais que j'ai eu des copains, et j'ai toujours des copains homo qui rient quand on leur fait des petites plaisanteries, quand on déconne. Maintenant, il faut faire attention en public. On n'a plus le droit. Et enfin, ça devient ridicule. Ça va trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, Ça je va partage vraiment. votre avis. Le wokisme est une horreur, quoi. C'est un affadissement de la vie, des rapports humains. Et je discutais l'autre fois, il y a peu de temps, avec une jeune dame qui me disait, vous les hommes maintenant, ça doit être très difficile de rentrer en contact. Ben, je lui disais, effectivement, moi je suis plus un jeune homme, j'ai 67 ans, je suis un vieux perdreau, mais bon, j'ai toujours aimé les femmes, et bon, voilà, pour maintenant, j'avoue que quand une femme me plaît, quand je veux lui faire savoir, voilà, je prends des précautions que je ne prenais pas forcément avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui sauter dessus et être indélicat, être ingoujable, pas du tout. Mais il y a des choses maintenant, il faut faire attention en le disant. Et là, Avant, c'était la galanterie, cher Philippe, la galanterie et la séduction. voilà. Alors, Dans j'ai une une anecdote. mesure courtoise, galante, respectueuse, vertueuse aussi, par bien des aspects. Mais on a l'impression, je suis assez d'accord avec vous, qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, j'imagine, moi. Vous avez tout à fait raison, Nicolas. J'ai encore une anecdote là-dessus. J'étais parti en vacances en tout bien, tout honneur avec une jeune femme qui, voilà, j'avais une série de tournées en Bretagne, etc. C'était très, très intéressant pour le CCAS, CCAS Info, le syndicat des gaziers et des électriciens de la CGT qui m'avait employé comme écrivain. Ouais. Donc, cette jeune femme était venue, elle avait une petite trentaine d'années. Et moi, par galanterie, voilà, je sortais de ma voiture, j'ouvrais la porte. Et le dernier jour, on a mangé ensemble. Et elle m'a dit, écoute, Philippe, je voudrais te dire, ta façon d'être galant, c'est vraiment ridicule. Et ça brise le machisme. Mais je lui dis, quoi? Qu'est-ce que je fais? Elle dit, par exemple, tu m'ouvres la porte. J'ai pas besoin d'un homme pour ouvrir la porte de ma voiture. Je lui dis, écoute, moi, quand je peux, j'ouvre la porte d'une boulangerie à une dame qui est chargée. C'est un homme avec une grande barbe, c'est pareil. Je suis poli, je suis courtois. Si maintenant on ne peut plus ouvrir une porte sans se faire taxer de vieux réactionnaires ou de machos, où allons-nous, quoi? Enfin, c'est comme si on n'a plus le droit. Bientôt, j'écoutais sur une radio d'État récemment, il y avait une dame qui disait il faut dégenrer les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, j'écoute, dégenrer. Une dame qui racontait, qui témoignait, ma petite fille s'habille en rose, elle adore le rose, elle joue à la poupée, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait une dame qui était là, oh madame, essayez de l'intéresser, ne l'habillez pas systématiquement en rose et ne la faites pas jouer forcément à la poupée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui est là-haut, là, chez moi, qui est très mignonne, qui adore le rose, qui joue à la poupée. Je ne vais pas l'en dissuader. Si Ah elle oui. voulait être soldat, je la laisserais aussi. Ou si elle voulait s'habiller en noir, je l'habillerais peut-être pas en noir, mais enfin. Mais vous voyez, on en est là. Et tout ça, c'est dû au wokisme, cette horreur qui nous pourrit la vie, quoi. Voilà, quoi. Parce que, C'est une. oui, vous avez raison, je partage votre idée parce que je reviens sur vos nouvelles, Philippe. Il y a Oui, plusieurs nouvelles aujourd'hui qui sont intéressantes, passionnantes dans votre livre, Oh les filles, je le rappelle, mais qui oui, franchement aujourd'hui, vous publieriez, c'est un très grand éditeur, je suis persuadé qu'il y a certains passages qui auraient été supprimés. C'est sûr et sûrement. certain. Le coup de la boulangère, sans dire ce qu'il en Oui, est, je oui, pense que le coup de la boulangère, à mon sens, à première vue, mon petit cœur fragile et sensible, oui, bon, vous voyez ce que je veux dire je on sait vois. de quel passage on parle, mais voilà, vous voyez. Je vois, vous avez tout à fait raison, Nicolas, mais je ressentais ce texte comme ça. Ouais, bien oui. Ça, je l'ai fait à la suite d'une exposition d'un peintre, une dame peintre, qui est très connue. Je ne citerai pas son nom parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Elle faisait une très belle expo. Il y avait un catalogue et j'ai écrit des textes. Et mais ça m'est venu comme ça. Alors que c'est vrai que c'est un peu fleuri. Mais en même temps, il faut prendre ça au millième degré. Voilà, j'ai voulu faire le portrait de cette boulangère là, et puis de quelques hommes assez odieux du reste. Et voilà, c'est assez équilibré finalement. Mais vous avez raison de dire que chez quelques grands éditeurs qui pratiquent eux aussi parfois, pas tous bien heureusement, mais une forme de wokisme et d'autocensure, ça ne serait sûrement pas passé. Mais Zoé Leroy est c'est une dame de liberté
qui respecte la liberté des écrivains et des nouvellistes, des poètes, enfin, etc. Et je lui en sais gré, je l'en remercie, voyez. Oui, mais tant mieux qu'il y ait encore des éditeurs comme ceux-ci qui sont Oui, quand même, qui ont du courage. Enfin, oui, du courage. Dans les temps que nous vivons, ça s'appelle oui, du courage, malheureusement. Ben, exactement. malheureusement, ça s'appelle du courage, alors que normalement, ça devrait s'appeler de l'édition. Voilà, Exact. mais c'est Oui, oui, c'est assez dingue. En plus, donc il y a tout, pour revenir là-dessus, cher Philippe, et pour nos téléspectateurs, voilà, il y a vraiment une galerie de portraits de femmes autour de très courtes nouvelles certaines, oui, avec oui, toute une galerie de femmes oui, diverses et variées, des jeunes, des beaucoup plus vieilles, oui, des, des oui, femmes qui sont carrément pas sympathiques, d'autres ça se oui, finit mal pour elles, ou même les hommes. Hein. Finalement, oui, les hommes ne sont pas épargnés, ils ont toujours des oui. petits boulots. Ils ont Ils toujours des petits boulots. Oui, souvent, ils ont des petits Ouais, boulots et ouais, ils ne sont pas épargnés et les hommes non plus. Ils ouais. ont des petits boulots, oui. Là ce sont des artistes. Là, il y a un artiste un peu, pas minable, mais enfin de seconde zone. Vous voyez, ils ont tous effectivement. Là, il y avait des. Je parle aussi des cheminots. Oui, Vous voyez, l'un est, je crois, est maçon. Enfin, vous voyez, ils ont tous des boulots un peu et puis, il y a des dames aussi, des jeunes dames même, et justement, qui, elles, ne sont pas là-dedans. Parce que la première nouvelle, si mes souvenirs sont bons, l'une des premières, la deuxième, pardon, 10 ans de perdu, raconte oui, l'aventure, un monsieur qui a une bonne soixantaine d'années tombe sous le charme d'une trentenaire. Une ouais. trentenaire très jolie, adorable, et elle le regarde aussi, il se regarde. Mais on est en pleine époque justement de l'ultraféminisme et il ne sait pas comment s'y prendre. Et est-ce qu'il va faire le premier pas? Il ne sait pas. Et puis finalement, ils se perdent de vue. Elle se remarie. 10 ans après, ils se retrouvent et elle lui dit, et il lui fait comprendre qu'elle lui plaisait beaucoup. Enfin, et elle lui dit, mais pourquoi vous m'avez pas déclaré votre flamme? Et ça s'appelle 10 ans de perdu. Vous voyez, et Ouais. cette dame, Elle dit elle exactement, et vous notez, j'avoue que j'étais un peu déçu de n'avoir pas su vous plaire. Donc voilà, finalement, ils ont perdu. Intéressant. Et en plus, ils ouais, ont le même amour, ils ont la même passion pour Michel Houellebecq, en plus. Alors ça aurait dû à un exactement. moment donné matcher entre les deux. Personnellement, que j'adore, je suis Ouais. un Houellebecquien Ouais. j'adore Michel Houellebecq, je le connais personnellement et c'est un très très bel écrivain. C'est bien que vous en parliez. Lui non plus n'est pas dans la pensée unique, Ah il n'est non, pas ça non, c'est sûr. correct. Et il a raison, il a raison. Il faut dire ce qu'on pense, tout en respectant les gens. Moi, je respecte toutes les religions, je respecte toutes les philosophies, la politique. On peut être de droite, de gauche, du centre, peu importe. Il faut s'entendre, il faut parler, et il ne faut pas catégoriser les gens. Voilà. Hein. Ouais. Il y a des journaux, voilà, aujourd'hui, certains me tournent le dos, je ne veux pas citer le nom, mais ça me fait un Ouais. peu peur parce que depuis quelque temps, je collabore à un journal, voilà, qui est plutôt à droite, qui est à droite, et certaines personnes me tournent le nez en me disant qu'est-ce que tu vas faire là-bas et voilà, bon, on a le droit d'aller où on veut et on fait ce qu'on peut. En plus, je n'écris que sur les livres et que sur la musique, donc, et je n'ai aucune censure. Donc, vous Ouais. voyez, Ouais. et, enfin bon, l'époque est compliquée, Nicolas. Ah L'époque ben, est je ne vais pas vous faire la leçon, puisque j'ai moi été ostracisé pour avoir travaillé sur la chaîne russe RT France, Oh, pour pas avoir vrai. été sur d'autres radios. Oui, Mais en fait, nous allons où nous donnons la parole, en fait, chers amis. Si exactement. voilà, il y a des Tout médias à- où on nous donne la parole, et ben on y est. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous On y avez est. tout à fait raison, Nicolas. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes vraiment en phase. Nous sommes en Ouais. phase. Oui, Si je vais vous dire, si le service public faisait son boulot, mon cher Philippe Lacoche, il n'y aurait pas oui, eu RT France, il n'y aurait pas eu tout ça. Si ces gens oui, avaient un pluralisme des voix dans leur plateau d'invités, je oui, veux dire, et finalement, heureusement pour nous, parce que nous avons cette formidable matinale Talk 5 qui permet oui, d'émerger avec des oui, talents. Mais oui. je veux dire, si ils faisaient leur boulot, on n'aurait pas de raison d'exister, en fait. Je pense que vous partagez mon ami, Philippe. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Tout à Ouais. fait. Exactement. Mm, Et je suis vraiment d'accord avec ça parce mm, que d'une part, on va où on peut, on va où on peut, où on nous ouvre la porte. bien sûr. Nous travaillons beaucoup sur le livre, sur la musique aussi, sur les arts. Vous voyez, bon, le Figaro, par exemple, à une certaine époque, m'a ouvert les bras. Mm, Vraiment, il connaissait mes livres mm, et j'ai été vraiment ravi de collaborer en toute grande liberté, sans aucune censure, en travaillant avec Jean-Marie Rouard et mm. Dominique Guillou. C'était merveilleux, vous voyez.
Oui. Et on fait ce qu'on peut. Et pourtant, je ne partageais pas forcément les opinions du Figaro quand je lisais les pages socio-économiques ou politiques. J'imagine. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est pas grave. Chaque opinion, il faut l'entendre, il faut être tolérant. Et la tolérance se perd actuellement. Oui, oui, oui. Et vous savez, je crois que c'est même pire que ça, Philippe. C'est la tolérance, mais Et, c'est surtout l'art de la dispute, l'art de la discussion, l'art de l'argumentation, oui, l'art du oui, débat, qui a fait la France oui, des Lumières, qui a fait ce pays formidable qui pouvait nous permettre à un exactement. moment donné d'échanger les idées. Je vous en prie, déplacez-vous, mon Oui, cher. Alors, oui, parce que j'ai un problème de lumière là-bas. Et là, je pense que ça va être mieux. J'ai un problème de lumière qui commençait, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui non, commençait à clignoter. Non, vous ne l'avez pas vu. Bon. Et vous ça ne inquiétez vous pas. dérange pas, là, c'est bien? Non, 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 non. Ça ne dérange pas ni moi, ni nos téléspectateurs, ni les journaux D'accord. mainstream, ni les ultra-féministes. On est bien, on est entre nous, on est sur C'est très Toxa. Et merci beaucoup, Philippe Lacoche. On est ce soir ou ce matin, ça dépendra à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, parce que je vous le disais pour ceux qui viennent, qui prennent la vidéo en cours, Oui, c'est une vidéo effectivement c'est un début de lancement de matinale pour 2024. Et pour cette première oui, semaine, nous avons oui, fait des grands entretiens, dont Philippe Lacoche et le oui, dernier des invités de la semaine. Et merci beaucoup. Je vous rappelle, vous êtes journaliste parolier et auteur d'une quarantaine de livres. oui, Et ce livre-là est très intéressant. Je voudrais qu'on continue à en parler. On parle oui, aussi on a parlé des femmes, mais je voudrais qu'on parle des bistrots, parce que j'aimerais, dans la deuxième oui, partie de l'émission également, qu'on aborde un sujet qui nous passionne tous les deux, parce que nous connaissons, nous sommes aussi de la France rurale, de la France périphérique, et je trouve que le bistrot est tout de même le lieu encore dans ce pays où on peut encore oui. se retrouver et avoir l'âme d'un village ou d'une ruralité qui est en train de mourir, malheureusement. Exactement, oui. Alors, c'est toujours extrêmement douloureux quand Mmh. on voit notamment en Picardie, mais je pense à d'autres Ouais. régions, le Massif central, etc., que j'aime beaucoup, la Bretagne, et notre belle France, où quand un bistrot meurt, ou quand Mmh. une église est désacralisée et ferme, Mmh. ou quand une épicerie, etc., tous ces petits commerces, tous ces lieux. Vous voyez, moi, je trouve que ce sont Ouais. les âmes des villages et les âmes des villageois sont transportées, se retrouvent là. C'est la communication sur le zinc. Enfin, tout ça est merveilleux. Et il y a trop maintenant avec le regroupement des villes, le regroupement des communes. Je sais qu'il est difficile parfois de faire autrement pour des raisons économiques, mais ça fait mal au cœur parce que voilà, c'est l'âme d'un village qui meurt quand un bistrot meurt. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Tout à fait Et, raison. ouais, et là-dessus, on parle des gens du peuple dont nous sommes issus, Oui, vous et moi, Philippe Lacoche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, à un moment donné, de séparer les gens, de ne plus en faire des citoyens, d'avoir des gens liquides qui sont juste métro, boulot, dodo, oui. et Et finalement des les consommateurs. couper dans Et des l'enracinement de manière à ce consommateurs. que, voilà. Ouais. Plus d'enracinement, des consommateurs lambda qui vont tranquillement, ou qui vont au supermarché, à l'hypermarché, remplir des caddies. Et voilà, c'est souvent ce qu'on veut. Un bistrot, ça implique dans le bistrot, on discute. Ouais. On est d'accord, pas d'accord, on boit un canon. On peut, parfois, il y a des associations qui se créent dans les bistrots, il y a des petites révoltes qui se créent. Tout ça peut déranger et on se demande, sans être complotiste, on se demande parfois effectivement si ça n'arrange pas Ouais. certaines ou certains. Vous avez tout à fait raison, on est d'accord, bien Parce que sûr. quand quand j'ai couvert les premières manifestations de Gilets jaunes, Oui, il y avait énormément de Picards. Énormément de Picards. D'ailleurs, les énormément. premiers Gilets Oui, jaunes que j'ai rencontrés, c'était tous des Picards et des Picards. Ils oui, avaient le oui, drapeau Picard. Et oui, j'ai voilà. trouvé que les gens s'étaient énormément mobilisés en Picardie sur les Gilets jaunes. Exactement, moi-même. Alors, en tant que journaliste, j'ai beaucoup écrit sur les Gilets jaunes. Bon, je peux vous le dire, après tout, je suis journaliste retraité, donc ça ne portera pas ombrage à mon objectivité. J'ai soutenu volontairement les Gilets jaunes et à titre en tant que citoyen, j'ai manifesté pour les Gilets jaunes qui avaient des revendications qui me semblaient tout à fait légitimes. C'était mal vu, encore une fois, dans une certaine Oui, intelligentsia, auprès ouais. de certains confrères ou de consoeurs bobos qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire avec ces espèces de, je pèse mes mots, entre guillemets, fachos. Bon, Ouais. alors que moi, j'ai rencontré des gens qui étaient tous sauf Ouais. fascistes. Oui, Enfin, oui. c'est ridicule, quoi. Mm. C'était des gens de bon sens qui avaient du mal à mettre du gasoil le matin
dans leur voiture parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent, qui en avaient marre de certaines idées ultralibérales, tout simplement. Hein, des gens qui avaient la foi, qui ne l'avaient pas, qui étaient de droite, qui étaient de gauche, qui étaient du centre, peu importe. Et des gens qui voulaient faire vivre leur famille, qui avaient le droit aussi à un petit peu de bonheur, comme il n'y a pas que les 100 grandes fortunes en France qui doivent profiter de ce bonheur. Il y a aussi des gens simples qui ont le droit au bonheur et qui ont le droit de pouvoir s'acheter un billet de cinéma de temps en temps, se payer un petit resto et donner à manger correctement à leurs enfants. Voilà. C'était ça, les Gilets jaunes. C'était ça. Oui, je partage votre avis. J'avais écrit une grande tribune dans le Figaro Vox à l'époque, en novembre Bravo. 2017, en disant le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. Et ça m'avait Voilà. valu beaucoup de critiques par les mêmes personnes, probablement que vous, mon cher Philippe, à Paris, qui m'avaient dit que tu vas te compromettre avec ces tendances, ces gueux, ces fachos, ces vicieux, ces islamophones. Alors que dans les ronds-points que j'ai fait dès les premiers matins ou les premières nuits, je me suis retrouvé à discuter des gens qui votaient communistes et des gens qui votaient RN et qui tenaient la même baraque et qui mettaient des bûches dans le même feu et qui se tenaient chaud devant des cafés. Voilà. Et qui étaient capables sur certaines questions de s'entendre, qui s'entendaient sur certaines questions, certaines revendications. Et ça, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Chaque opinion, on peut entendre. À partir de l'instant où c'est dans le respect, où il n'y a pas de racisme, d'homophobie, voilà, chacun a ses opinions, et on a le droit d'être droite, centre, gauche, enfin peu importe, et voilà. Comment, Philippe, là-dessus, parce que c'est aussi votre livre, c'est aussi vos racines, c'est pour ça que je veux qu'on en parle, parce que ça fait partie, me semble, de vous aussi, cet enracinement populaire qui est là. D'ailleurs, vous avez eu le prix populiste, c'est quand même assez énorme, le prix littéraire, le prix populiste, c'est quand même pas mal. Il faut quand même le noter, je crois que c'était dans les années 2000, hein, c'est ça, me semble-t-il. 2000, oui. Il m'a été remis par l'entourage de Jean-Pierre Chevènement, j'étais très fier, du reste à Belfort. Et un très beau prix qui a eu Jean-Paul Sartre, qui a eu Eugène Daby, qui a eu de grands écrivains. Denis Tillinac, mon copain Denis, paix à son âme, a eu le prix populiste. Patrick Besson a eu le prix populiste. Enfin, de grands écrivains. Et j'étais très fier d'avoir ce prix parce que, avec ce recueil HLM, moi, je suis issu d'un milieu très simple. Hein. Mon grand-père était cheminot, mon père était cheminot. Et j'adore le chemin de fer, j'adore la SNCF. Je lui pardonne tout à la SNCF. C'est ce que vous disiez avec Emmanuel de Boisson dans une interview, vous pardonnez quasiment tout à la SNCF. Quoi. Exactement. Exactement, parce que moi, mes parents, c'est ma famille. Ternier était une ville cheminote. Les gens se faisaient des signes, ils étaient à bicyclette, ils se tutoyaient, ils se faisaient des signes, ils se retrouvaient au PMU, ils buvaient le canon ensemble. C'est ça la France, c'est la France qu'on aime, comme dirait Kléber Redens. La France qu'on aime, la France des bistrots, la France du barbecue. Hein, une certaine politicienne a reproché à ce pauvre Fabien Roussel de parler de barbecue. C'était Sandrine Rousseau, je crois. Hein. Oui, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, d'ailleurs, on y passe. Voilà l'excès même d'une dame qui est. Voilà, je veux pas de mal, mais ses propos sont ridicules, disons-le, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est? On a le droit d'aimer la viande et d'aimer le barbecue. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne va pas imposer aux gens d'être végétariens ou d'être végétalistes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un totalitarisme maintenant inversé. Voilà. Je dis que le wokisme et tous ces mouvements qui veulent faire le bien des autres, contre les autres, finalement, c'est excessif et ça va trop loin. C'est une forme de totalitarisme absolu. Comment on voit à travers, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais tout de même, la France aujourd'hui, économiquement, est en train de s'effondrer. Les gens deviennent pauvres par millions, tous les jours on peut plus. Les gens, 30% des Français ne font plus un repas par jour, ou du moins ils sautent un repas par jour, pardon. C'est absolument un effondrement qu'on ne l'a jamais connu. On n'a pas le même âge, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on ne l'a jamais connu à cette vitesse-là. Et moi je pense qu'il y a une préméditation de ce saccage de bain de sang social. Est-ce que vous pensez, Philippe, puisque vous avez suivi comme moi les Gilets jaunes, qu'à un moment donné, c'est une question, un vieux serpent de mer, parce que c'est déjà devenu un vieux serpent de mer, les Gilets jaunes. C'est ça qui est incroyable. Au cours de l'histoire contemporaine de ce pays, c'est quand même un tour de force assez admirable d'être resté dans l'histoire. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les gens vont continuer à accepter de se faire massacrer socialement, comme c'est le cas aujourd'hui? Comment vous le sentez, vous, Philippe, vous qui avez cette fibre-là? Écoutez, moi, je pense que ça. Et je ne fais pas d'appel à la révolution, loin s'en faut, c'est un constat. Mais au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde,
ben, non seulement les gilets jaunes vont reprendre, mais je crois que si on ne met pas, les États, parce qu'il n'y a pas que nous, si l'Europe ne devient pas plus sociale, si les États ne font pas plus dans le social, s'ils ne vont pas chercher l'argent où il le faut, et non pas chez les pauvres contribuables, hein, ce n'est pas en taxant les pauvres et en favorisant les riches qu'on va arriver à quelque chose. Je pense que ça va aller très mal, Nicolas. Et je pense que les gilets jaunes qu'on a connus vont devenir beaucoup plus méchants, voyez. Et malheureusement, ce n'est pas moi qui leur donnerai tort, parce que si ça continue comme ça ira, ça va aller trop loin. Et il y aura, je le crains, parce que je le crains, la violence. Je suis contre la violence, mais il y aura peut-être de la violence, malheureusement. Voilà mon analyse. Et on pourrait penser, cher Philippe, que les gens, et c'est mon analyse, dites-moi si vous la partagez ou pas, j'ai quand même l'impression que les gens qui ont regardé dédaigneusement les Gilets jaunes en 2018 sont devenus aujourd'hui eux-mêmes des Gilets jaunes par leur précarisation sociale et par leur déclassement économique. Ce qui voudrait dire que les Gilets jaunes historiques, ce que j'appelle le canal historique, pourraient être rejoints par d'autres millions de Français qui les avaient délaissés au premier abord, me semble-t-il. Exactement, tout à fait d'accord. Il y a maintenant même des petits employés qui avant vivaient à peu près correctement. Et là, depuis, avec l'inflation notamment, qui vous disent, je le sais, parce que je discute avec les gens quand je vais chez Lidl, pour citer Lidl. Vous voyez, les gens disent on en a marre, on ne peut plus, vous le disiez fort justement, il ne faut plus, ils sautent un repas parfois. Ils n'arrivent plus à acheter, ceux qui essayaient d'acheter un petit peu de produits nature, un peu de produits bio, ils ne peuvent plus. Tout ça est trop cher. Et vous voyez, c'est affreux. Alors, on en revient à faire. Moi, chez moi, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, ben, je fais un potager. J'ai un petit potager, l'été, je fais mes légumes, etc. C'est déjà ça de prix. Et je ne me considère pas comme un pauvre. Enfin, je suis au milieu du panier. Mais moi aussi, je ressens cette inflation qui est infernale. Tout augmente. Enfin, on se demande ce que font les politiques. Laisser comme ça, c'est à volo. Enfin, et je lisais un article dans un journal qui n'était pas un journal d'extrême gauche, loin s'en faut. Je lisais un papier, les riches n'ont jamais été aussi riches. Les grandes fortunes en France notamment et en Europe n'ont jamais s'enrichissent encore. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne peut pas laisser faire ça sans être un ultra révolutionnaire. On se dit, mais c'est injuste. Il y a trop d'injustice et il y a trop de l'ultralibéralisme et le capitalisme exacerbé. Ça suffit. Ça suffit. Au nom de la liberté, qu'est-ce que ça veut dire la liberté quand on n'a plus à bouffer, quand on ne peut plus donner à manger à ses gosses? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Il faut peut-être un petit peu moins de liberté pour certains, peut-être taxer un peu plus certaines très grosses entreprises, aller voir où le pognon se trouve. Et puis, bien sûr, c'est une intervention de l'État. Mais cette intervention de l'État, il la faudra un moment, qu'elle soit plus pour certains grands que groupes, mon cher Philippe, pour certains grands groupes ou pour certains membres de l'oligarchie, ce que j'appelle l'oligarchie, ce n'est plus la liberté, c'est l'impunité. C'est de l'impunité. Exactement. C'est même pas la liberté, c'est l'impunité qui, à un moment donné, rejaillit sur nous, Français moyens, Français de la France périphérique, de la France désurbanisée, rurale, ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous récupère la passerelle avec Voldivre, parce que il y a, à un moment donné, j'ai noté, notamment pour faire le lien, on parle des femmes et des filles dans cette nouvelle, et acheter, bien sûr, si vous pouvez, le recueil de nouvelles. Je sais que c'est dur en termes aujourd'hui, mais si n'hésitez pas à acheter le livre de Philippe Lacoche. Vous dites à un moment, il y a un dialogue entre une femme et un homme, superbe forme, j'ai fini plus tôt, je vais retrouver Roselyne, ma femme, on va pouvoir aller faire des courses au mammouth, c'est pas cher là-bas. Son copain lui répond, enfin c'est deux hommes, son copain lui répond, oui, mais ça fait crever les petits commerces, avait rétorqué l'autre, un cégétiste militant actif de la cellule locale du Parti communiste. Il n'est pas là question de faire l'apologie de la CGT, que j'ai beaucoup critiqué pour la réforme des retraites, ou du PC, mais justement de dire que aller au mammouth à l'époque, mammouth ça remonte, c'est pas la préhistoire, mais c'est pas la dernière pluie, oui. Voilà. Et finalement, oui, ça fait crever les petits commerces. Il y a ça aussi. Exactement. Donc, voilà. C'est le serpent qui se mord la queue parce que effectivement, à une certaine époque, voilà, les grandes surfaces pratiquaient des prix et la grande distribution pratiquait des prix extrêmement compétitifs. Et
le petit commerce ne pouvait pas suivre. Alors bon, on disait, bah oui, c'est bien finalement qu'une moyenne surface ou qu'une grande surface s'implante. Mais à côté de ça, ça faisait crever effectivement 5 épiceries, ça faisait crever 8 fruitiers, le petit vendeur d'électroménager du coin, etc. Et ben voilà, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Mais tout ça, c'est parce que ça manque de règles et ça manque, entre guillemets, je vais peut-être vous choquer, je vais peut-être choquer ça manque un peu d'État. Voilà. Il faut que Ouais. l'État joue son rôle et aille voir, aller chercher le fric où il doit être pris. Voilà. Il faut des règles. Et il n'y en Ouais. a plus assez. Je pense, mon cher Philippe, que c'est un vœu pieux. Si vous Voilà, je me pense permettez, aussi. avec un mec comme Macron, c'est un vœu pieux, à mon sens. On est d'accord, on est d'accord. Si vous voulez faire la liste de tous les scandales, Ubergate, de Oui, McKinsey Gate, tout, je vous en oui, citerai, moi, le Rothschild Gate aussi. Donc là, je crois qu'on n'est pas sorti oui, de l'auberge. On arrive à la fin de l'émission et merci, oui. Philippe Lacoche, d'avoir été avec Merci, moi. Nicolas. Avec Merci. plaisir. Je voudrais quand même qu'on parle d'une fois aussi de ce qui vient de sortir. Dites-nous quelques mots de Alors, l'hibernation, s'il vous plaît, cher Philippe, pour oui, compléter alors, la collection de votre dernier livre. L'Hibernation, c'est un livre que j'ai. Ce sont 3 nouvelles de mon recueil Petite Garce qui était sorti il y a fort longtemps aux éditions du Castor Astral, qui ont été mises en bande dessinée, mise en scène et adaptée plutôt par mon ami le peintre et dessinateur Daniel Gradel, un Amiénois qui a beaucoup de talent, qui fait beaucoup d'expositions. Et le livre est édité aux éditions des Soleils Bleus à Piquigny et Amiens, dans la Somme. Et ce livre a la particularité de présenter le texte intégral de la nouvelle et l'adaptation tout de suite après. Comme ça peut servir aussi dans les écoles de bande dessinée, voir comment on peut adapter un texte en bande dessinée. Et ce sont 3 nouvelles qui sont, vous verrez, il y a une nouvelle très très rock avec un déstabilisateur de batteur. Il y en a une autre qui présente qui s'appelle L'Hibernation, qui présente un personnage qui a été plaqué par sa copine, pardon, et qui ne pense plus qu'à dormir. Enfin voilà, il y a des petites histoires comme ça, des personnages hauts en couleur et qui sont justement bien mis en couleur et magnifiquement illustrés par Daniel Gradel. Voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Votre livre, on peut se procurer où, mon cher Philippe Lacoche? Ce livre-là, Oh les filles. Alors, on les fouille dans toutes les librairies. Il est référencé dans toutes les librairies, dans Fnac, enfin certaines grandes surfaces, etc. Et on peut le commander, bien sûr, sur les réseaux Internet. De même que l'Hibernation, on peut le trouver dans les librairies. Mais on le trouve effectivement, l'Hibernation, plus facilement en le commandant chez l'éditeur, les Soleils Bleus, mais aussi sur les réseaux, les grands réseaux de distribution de livres et dans certaines librairies. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, je vous recommande, chers amis qui nous regardez, qui vont regarder cette vidéo, de procurer ce recueil de nouvelles. On en a parlé avec Philippe Lacoche, les femmes, plusieurs portraits de femmes intéressants. Philippe Lacoche, vous aimez les failles, vous aimez pas les femmes trop sûres d'elles et les hommes aussi trop confiants. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ça la fragilité des uns et des autres. L'âme humaine est complexe et n'est pas un calcul de TVA, disait mon cher papa, dit mon cher papa. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc je vous invite à acheter véritablement ce livre, à le lire. Et vous verrez par contre, si vous êtes ultra féministe, il y a manifestement quelques phrases qui vont vous faire saigner un peu les oreilles, c'est évident. Voilà, ça c'est sûr. Mais j'en dis pas plus, en tout cas, pour laisser le suspense de lire, de découvrir Philippe Lacoche, si vous ne connaissez pas. Il y a 40 livres, hein, donc vous pouvez y aller taper dans le stock. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Philippe Lacoche, d'avoir été avec moi dans ce grand entretien sur Toxin. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et merci à Pouch et merci à votre belle émission Toxin. Ouais. Et voilà, merci aux gens qui nous regarderont. En tout cas, merci pour vos questions très intéressantes. Ben, j'essaie de faire mon travail sereinement, mon cher Philippe. Voilà, c'est bien. Ça devient rare. Ben, on essaie, et surtout on essaie de recevoir des gens passionnants qu'on ne voit pas partout, même si vous avez vu des articles qu'on ne voit pas partout, et c'est bien aussi de vous avoir en vidéo sur des interviews un peu plus longues où vous pouvez vous exprimer. C'est vraiment le choix éditorial de Toxin, aussi bien chez Clémence Oudiakova que chez moi, c'est de vous donner de la parole dans des grands formats. C'est le cas, vous êtes journaliste, parolier et auteur d'une 40aine de livres, cher Philippe, et vous vivez en Picardie. Et on vous retrouve très bientôt dans vos livres, dans vos pages, dans vos chroniques, et surtout dans vos livres. Merci beaucoup, Philippe Lacoche. Passez une excellente journée, une excellente soirée pour celles et ceux qui nous regarderont à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Merci, Philippe. Bonne journée à vous. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Voilà, vous venez d'entendre l'interview de Philippe Lacoche et je vous recommande bien entendu d'acheter son livre.
Pour ma part, je vous souhaite tout de même une très très belle année 2024. Continuez de soutenir Toxin, aidez-nous, n'hésitez pas à faire des dons, partagez aussi, vous le savez, hein, ces émissions, parlez-en autour de vous, il faut faire connaître encore plus la matinale Toxin. Un dernier mot, simplement pour vous dire que dès la semaine prochaine, nous reprenons le cours normal de nos émissions, c'est-à-dire du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, donc 7h30, 9h30, avec l'incontournable Clémence Oudiakova qui reprend les rênes. Et ensuite, moi, vous le savez, le vendredi, c'est moi qui officie pour la matinale de 7h30 à 9h30 avec mon édito le jeudi matin aux alentours de 8h. Donc, ne loupez pas le rendez-vous. Tous les programmes reprennent dès la semaine prochaine, 7h30, 9h30. Au nom de toute l'équipe de Toxin, on vous souhaite une très, très belle année 2024. Espérons que ça soit l'année du libre arbitre, de la parole libre, du débat, bien entendu. Et ça sera déjà un vœu extrêmement important. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, chers amis. On se retrouve dès lundi matin, 7h30, avec l'ami Clémence Oudiakova pour de grosses émissions, de gros invités et encore plus de débats passionnants. Allez, salut, bye bye, vive la démocratie, salut, ciao, à lundi.